Je suis consterné de n'avoir compris cela qu'aussi tard et que je l'ai dit au petit ami de Hélène, mais je jure que c'était complètement accidentel. En fait, quand j'avais 13 ans, mon grand frère Max avait 17 ans et ma grande sœur Hélène 15. Nous faisions beaucoup de sport et étions impliqués dans de nombreux clubs. Du fait de nos emplois du temps, le plus souvent le soir, c'était elle et moi, ou bien mon frère et moi qui dînions ensemble, de sorte qu'au moins l'un d'eux pouvait me raccompagner chaque jour. Les lycéens avaient des entraînements tardifs, ce qui signifiait qu'ils dînaient souvent à l'école avant l'entraînement, tandis que l'autre frère et moi dînions ensemble. Nos parents voyageaient beaucoup et travaillaient souvent tard, ce qui fait que nous commandions beaucoup de pizzas, etc. Un soir, après l'entraînement, Max est venu dans ma chambre et m'a demandé de lui dire à quel point Hélène mangeait peu au dîner avec moi. J'ai répondu « bizarre, pourquoi ?» Et il a dit qu'il pensait que Hélène pourrait avoir la grippe intestinale mais qu'elle le gardait secret. Cela m'a un peu confondu, mais il a dit qu'il était inquiet, et à 13 ans, quand ton frère cool de 5 ans de plus te demande de faire quelque chose, tu dis oui. Je me souviens vaguement de lui dire que sur les 3 dîners à emporter que nous avions cette semaine-là, elle avait mangé quelques bouchées et jeté le reste. Et comme ça, le lendemain peut-être, quand nos deux parents étaient à la maison, ils ont eu une discussion en famille dont j'étais exclu. Cela devait être une intervention. Après cela, nous avons cessé de dîner seuls avec Hélène. Il y avait toujours un parent avec nous, ou bien Max. Je n'ai rien remarqué d'autre, mais je suis sûr qu'ils essayaient simplement de le cacher. Je me souviens très clairement d'une fois où il n'y avait que Hélène, Max et moi. J'ai disputé avec elle sur quel restaurant nous allions commander. Plus tard, Max m'a dit « Hélène avait problème d'estomac et elle ne mange pas assez, alors pour faciliter les choses, il faut la laisser choisir les restaurants dorénavant. » C'est alors que j'ai compris que cela était la ressentie quand on est malade et que l'on ne veut manger que son plat favori. Je me souviens de dire qu'elle mangeait plus depuis le retour de maman et de papa. Et mon frère a répondu « C'est bien, mais n'en parle pas devant elle, elle est embarrassée. » J'étais pas un grand mangeur délicat et la plupart des soirs, Hélène choisissait simplement des pizzas ou quelque chose que j'aimais de toute façon. En vieillissant, j'ai simplement accepté cela. Je pense que quand j'ai disputé avec elle sur ce que nous allions commander, elle m'avait agacé à cause de quelque chose d'autre. C'est honnêtement devenu un automatisme pour moi de laisser Hélène choisir. Même hier, quand nous avons rencontré Hélène, Max et moi avons laissé Hélène choisir ce que nous allions manger. C'est là que j'ai tout gâché. Max et moi vivons dans la même ville. J'ai 20 ans, il en a 24 et elle 22. Et Hélène est venue avec son petit ami pour que nous le rencontrions. Le petit ami est gentil, et après le dîner, nous étions tous assis ensemble à boire. Et les 4 de nous parlions des disputes entre frères et sœurs. Le petit ami nous racontait comment il se disputait sans relâche avec son petit frère à propos de quel restaurant ils allaient fréquenter. Mon idiotisme de moi-même, sans hésiter, a dit « Nous ne nous sommes jamais disputés pour ça. Max m'a simplement dit que c'était toujours le choix de Hélène à cause de ses problèmes d'estomac. » Apparemment, Hélène ne savait pas que Max était au courant de tout ça et a dit, les yeux écarquillés à Max « Tu lui as parlé de ça ?» Comment je n'ai pas vu ça et réalisé ce qui se passait me dépasse. Son petit ami, tout aussi incrédule, a demandé « De quel problème d'estomac a-t-elle besoin de choisir le restaurant où vous mangez ?» Il était évidemment qu'il plaisantait. J'ai répondu, comme sur pilote automatique, sans doute parce que je suis vraiment lent. C'était parce qu'elle ne mangeait pas assez. C'est là que j'ai compris, quand je l'ai regardée dans les yeux. Elle a demandé à son petit ami de l'excuser un moment. J'ai essayé de m'excuser, mais elle ne voulait vraiment pas entendre ça. Elle s'est mise à hurler sur Max de m'avoir tout dit jusqu'à ce qu'elle était en larmes. Elle a hurlé que les troubles alimentaires sont personnels et que Max avait promis que personne ne serait au courant sauf maman et papa. Ensuite, elle m'a demandé sur quel droit je m'appuyais pour cacher ça des années et la laisser croire que je ne savais rien et pourquoi je pensais que je pouvais en parler à son petit ami. Elle pleurait si fort, sanglotait si violemment que j'arrivais à peine à la comprendre. Ensuite, elle est partie, a pris ses affaires et son petit ami pour partir. Je n'ai honnêtement aucune idée de la suite des événements. Je lui ai envoyé un message pour m'excuser et expliquer tout là, mais elle m'ignore. Je me sens vraiment mal, je l'adore et je ne veux jamais la blesser. En résumé, j'ai accidentellement révélé à mon beau-frère le trouble alimentaire passé de ma sœur, car je n'avais pas réalisé ce que c'était et pensais simplement qu'il s'agissait d'un problème d'estomac dont Max m'avait parlé il y a des années. Elle a été contrariée et je me sens terrible. Tout ça a commencé il y a quelques mois quand j'ai rencontré mon nouveau voisin. Un type sympa, la cinquantaine, ancien vendeur de voitures, très bavard. On papotait en jour et il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Pour info, je travaille bel et bien à l'hôpital, mais je ne suis pas médecin. Au fil des ans, j'ai appris à rester vague sur mon métier parce que dès que tu dis « je travaille dans le secteur health », les gens soit te racontent toutes les éruptions cutanées qu'ils ont eues, soit deviennent bizarrement sur la défensive à propos de leurs habitudes alimentaires. Donc, je me suis contenté de dire « Oh, je travaille à l'hôpital, dans le domaine médical ». Sans danger, non? Apparemment, pas.
À l'âge de 22 ans, je me suis retrouvé consumé par une enfance tumultueuse, marquée par le règne tyrannique de mon père. Il était revenu de sa retraite militaire lorsque j'avais seulement 6 ans, transformant notre maison en un véritable camp d'entraînement. Sa présence était étouffante, ses règles absolues. Nous vivions sous la coupe d'un roi autoproclamé où la moindre dissension était rapidement réduite au silence. « Tu ne mets pas de nourriture sur la table, n'est-ce pas ?» lança-t-il, ses paroles un rappel venimeux de notre impuissance. Les conséquences de l'acte des filles étaient graves, comme je l'ai appris à travers la réalité déformée des émissions de télévision. Chez nous, la punition n'était pas de rester confiné, mais un cocktail brutal de violences physiques et verbales. Ma mère, elle aussi, était victime, piégée dans un cycle de manipulation, nous convainquant que la vie pourrait être bien pire sans lui. Mes frères et sœurs, sentant le danger, se sont réfugiés dans un cocon de silence, leurs propres histoires de traumatisme cachées derrière une façade d'obéissance. En tant qu'aîné, je nourrissais un profond ressentiment, avalant la pilule amère de l'oppression qui érodait lentement mon image de moi-même et ternissait mes interactions avec le sexe opposé. Malgré les tentatives de mon père pour contrecarrer mon évasion, j'ai réussi à m'échapper, quittant l'État pour poursuivre des études universitaires. Ces halls sacrés sont devenus mon sanctuaire, un endroit où je pouvais enfin respirer sans la présence étouffante de mon bourreau. Grâce au soutien d'un conseiller, j'ai entamé le processus ardu de déballer le bagage émotionnel qui m'avait pesé pendant si longtemps. J'ai découvert que sursauter à une voix élevée n'était pas une réaction normale, un rappel brutal des sévices qui avaient imprégné mon être même. En rentrant chez moi pour une visite de week-end, les souvenirs de mon passé ont refait surface. Alors que ma petite sœur, âgée de 16 ans seulement, était assise sur le canapé du salon, stressée par un projet scolaire, la voix condescendante de mon père a traversé l'air. Il exigea sa présence à la table du petit déjeuner, sa règle ridicule que lorsqu'on mange, tous doivent manger. J'ai essayé de lui offrir un mot de réconfort, une suggestion de demander une prolongation à son professeur, mais la réaction explosive de mon père m'a fait taire. « Tais-toi » siffla-t-il en faisant claquer sa fourchette contre la table. À ce moment-là, les traumatismes de mon enfance sont revenus en force, annihilant des mois de progrès dans ma quête de paix intérieure. J'ai regardé avec incrédulité ma famille continuer à manger, leur silence une tentative désespérée d'empêcher la situation de dégénérer. C'était une tactique que je connaissais bien, un mécanisme de survie né de la nécessité. La prise de conscience que mes jeunes frères et sœurs étaient maintenant soumis aux mêmes sévices qui m'avaient hanté a déclenché une rage en moi. Alors que je fixais mon père, les yeux remplis de larmes, il a croisé mon regard avec un méprisant « Qu'est-ce que tu regardes ?» J'ai essayé de m'en aller, de me soustraire à l'atmosphère toxique, mais il m'a ordonné de m'arrêter et de me rasseoir. Quelque chose en moi a claqué, 20 ans d'émotions réprimées remontant à la surface. À ce moment-là, j'ai su que je ne voulais plus jamais revoir cet homme. Il s'est levé de son siège, son intention de me frapper claire. Une vie entière d'être réduit au silence, d'être sommé de me taire, a déferlé. Sans réfléchir, j'ai lancé mon poing, le faisant s'écraser contre son nez. Il a titubé en arrière en me maudissant de partir et de ne plus jamais revenir, comme si j'étais un étranger dans sa maison. Alimenté par la peur et l'adrénaline, je me suis enfui dans ma chambre, rassemblant mes affaires avant de fuir les lieux de ma revanche tant attendue. Bien que je savais que la violence n'était pas la solution, elle avait été ma réaction retardée aux années de sévices que j'avais subies de sa part. Alors que je m'éloigne en voiture, la gravité de mes actes m'a frappé, et j'ai tremblé à l'idée des conséquences qui attendaient ma famille à la suite de mon éclat. En résumé, une vie entière de maltraitance aux mains de mon père strict et tyrannique avait abouti à un seul instant d'altercation physique, une tentative désespérée de me libérer des chaînes de mon passé et de trouver la force de guérir et d'aller de l'avant. C'était Halloween, et je venais de récupérer mon enfant à l'école. Alors que nous traversions notre quartier, nous admirions les cooles décorations d'Halloween exposées. Le vent soufflait avec force, et une poubelle avait été renversée dans la rue. Je me suis arrêté et mon passager arrière, mon enfant, et moi avons décidé qu'il serait gentil de remettre la poubelle sur le trottoir. Donc je suis sorti de la voiture et je me suis approché de la poubelle. Le couvercle était ouvert, gisant sur la rue, et j'ai commencé à le pousser pour le soulever et le ramener sur le trottoir. C'était une tâche que j'avais effectuée de nombreuses fois auparavant, et je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Alors que je soulevais la poubelle, je suis monté sur le couvercle et mes pieds ont glissé dessous moi. Je suis tombé la face la première dans le rebord de la poubelle. Je me suis relevé, un peu secoué, et j'ai murmuré quelques mots choisis à l'intention de la poubelle avant de la remettre à sa place. La prochaine chose que je savais, j'avais du sang sur mes lunettes et lorsque je touchais ma tête, je me rendis compte que je m'étais blessé. Je suis remonté dans la voiture et mon enfant et moi avons échangé un regard. J'ai dit
Eh bien, c'était stupide. À quoi mon enfant a acquiescé et m'a demandé si nous allions chez le médecin. J'avais enfoui mon visage dans un hoodie de rechange pour arrêter le saignement, donc mon enfant n'a probablement pas entendu ma réponse, mais j'ai dit non. J'ai appelé mon mari pour l'informer de ma situation et il m'a dit d'arrêter de sauver le monde. Nous avons décidé de continuer notre trajet pour voir les décorations d'Halloween, bien que j'ai été plus concentré sur ma tête saignante et la conduite. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, nous sommes allés dans la salle de bain pour nettoyer et mon enfant a pu jouer au médecin. Cependant, lorsque j'ai vu l'étendue de ma blessure, j'ai décidé qu'il était temps de visiter les urgences. Je me suis conduit moi-même aux urgences, bien que la douleur devenait insupportable, et je pleurais. Le trajet n'était pas long, ce qui était heureux car j'ai dû conduire les yeux fermés en raison de l'inconvénient. Lorsque je suis arrivé, j'étais soulagé de constater que j'étais le seul patient, car je n'étais pas exactement présentable à ce moment-là. La réceptionniste était très gentille et elle a appelé quelqu'un pour jeter un coup d'œil. L'infirmière a examiné et a déterminé que j'avais besoin d'aller à la salle d'urgence. Ils m'ont nettoyé et enveloppé dans du gaz jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. À la salle d'urgence, j'étais initialement envoyé dans la salle d'attente où j'ai attendu environ 2 heures avant d'être appelé pour un examen plus approfondi. On m'a donné des médicaments pour gérer ma douleur, ce qui a été un soulagement bienvenu. Après une série de vérifications et une tomographie computérisée, j'ai reçu 2 agrafes pour fermer ma plaie. J'étais reconnaissant de ne pas avoir à me faire raser la tête, comme initialement suggéré. Pendant que j'attendais les résultats de ma tomographie computérisée, j'ai reçu du lidocaïne topique pour engourdir la zone, ce qui a aidé à soulager l'inconvénient. Il y avait une inquiétude quant à une éventuelle hémorragie, donc le personnel médical a discuté de la possibilité de me garder en observation pendant 6 heures supplémentaires. Cependant, le spécialiste des traumatismes crâniens a décidé que j'avais été observé pendant un temps suffisant et m'a libéré. Je suis chez moi depuis environ 20 heures maintenant et je suis toujours en train de me remettre. Mes enfants m'ont surnommé zombie en raison des agrafes, bien que je ne sois pas autorisé à manger leurs brins, à ma grande déception. Mon mari a fait un excellent travail pour s'assurer que nos enfants aient un bon Halloween et nous avons encore le reste du week-end pour sculpter des citrouilles. Je me sens un peu déprimé, mais je suis reconnaissant pour le soutien de ma famille. En résumé, j'ai essayé de remettre une poubelle à sa place, j'ai fini par me couper la tête ouverte et j'ai passé Halloween aux urgences. Je ne suis pas censé utiliser les écrans maintenant, mais j'espère que vous pouvez rire à mes dépens. Je sais que je le ferai, une fois que mes agrafes arrêteront de me faire mal.